Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Le parcours libriste de Anne Loth, développeuse au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Espace. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme en début d'émission la chronique de Florence Chabanois intitulée Mix Mix, et en fin d'émission la chronique de Jean-Christophe Becquet sur Wiclou, le wiki francophone du vélo. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission des jours avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 23 juin 2026. Nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur les web radios Radio Cigaloun et Radio Broussaille, ainsi que sur les radios FM, Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique FHX de Florence Chabanois, présidente de la Place des Grenouilles. Statistiques éclairantes, expériences individuelles et conseils concrets, votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. C'est une chronique enregistrée, on se retrouve en direct dans 7 minutes. Bonjour les copains, je travaille dans l'informatique depuis plus de 20 ans. Je reçois parfois des messages du type « J'aimerais bien avoir plus de diversité dans mon équipe, entreprise, /asso, /conférence, mais aucune femme ne se manifeste. » Les personnes non-binaires sont peu évoquées. C'est quelque chose que moi-même, je me disais il y a quelques années. En 10 ans de management, j'avais recruté une seule femme. Ce n'était pas une priorité. Ma mission, c'était grosso modo de ramener des sous et des utilisateurs, ce qui passe par sortir des fonctionnalités qui marchent bien dans des délais raisonnables. Pour le reste, tout ce qui n'est pas business, comme la sécurité, l'accessibilité des produits, l'optimisation des temps, l'écologie, le respect des données personnelles, la souveraineté, la compatibilité avec les vieux appareils, la diversité des équipes en expérience, en genre, en âge, tente de se faire de la place tant bien que mal sur un coin de la roadmap. D'après Femmes et Ingénieurs, 25% des ingénieurs sont des femmes. Elles se tournent majoritairement vers les secteurs agroalimentaires, chimiques, environnementaux, enseignement, recherche et administration. Il s'agit aussi des secteurs les moins rémunérateurs de l'ingénierie. Cause ou conséquence ? Les hommes, eux, sont dominants dans les secteurs de l'armement, du transport et de l'informatique. Ils sont aussi plus présents dans les postes de direction générale. Ce n'est pas une particularité de l'ingénierie. En effet, tous secteurs confondus, les postes de direction sont occupés à 80% par des hommes en Europe, à 64% à l'échelon d'en dessous et à 56% encore en dessous. De toute façon, quel que soit le niveau de responsabilité, le salaire médian des femmes est systématiquement inférieur à celui des hommes, y compris en début de carrière, dans l'ingénierie. Dans l'informatique, Figures et 15 Tech comptabilisent 20% d'écart salarial en 2022 versus 15% tous secteurs confondus, notamment liés au plafond de verre et au plancher collant qui entravent l'accès aux femmes à des postes de direction. Mais si à l'entrée dans les filières scientifiques ou informatiques, il y a peu de filles, qu'est-ce qu'on y peut ? En fait, jusqu'au lycée, il y a presque autant de filles que de garçons dans les filières scientifiques. En 2020, il y en avait même autant. Depuis la réforme Blanquer en 2019, les élèves fuient les filières scientifiques. On perd 30% des garçons et 60% des filles, ce qui nous a fait revenir 25 ans en arrière en termes de part de lycéennes choisissant ces disciplines. Bon, pour être juste, en même temps, l'égalité femmes-hommes, c'était la grande cause du quinquennat précédent. Le GIE, Grande École du Numérique, qui avait pour mission de former au numérique le grand public, y compris les femmes, vient d'ailleurs d'être dissous. Sur leur site encore disponible pour l'instant, vous pouvez voir comment l'informatique a été créée par des femmes à l'origine et a été un secteur féminin pendant des décennies, jusqu'à qu'il devienne lucratif et noble. D'ailleurs, l'informatique est une des seules activités féminisées qui ont vu entrer des hommes depuis les années 80.
avec le textile. En effet, à l'époque, les femmes constituaient 85% des effectifs informatiques. À l'inverse, des secteurs mixtes, à l'époque, comme l'enseignement, le paramédical, comptent aujourd'hui une minorité d'hommes. Ce sont aussi devenus des secteurs d'activité en crise et en souffrance. Coïncidence ? Cause ou conséquence ? Selon le contexte, il y a les fans de mixité, qu'on entendra plus lorsqu'il y a des groupes en non-mixité choisis, et les fervents de la non-mixité occasionnelle. Sur le principe, je suis favorable à des groupes mixtes parce que c'est une richesse. Par exemple, on peut y donner de l'écho à la réalité des femmes et à des études qu'on ne regarde pas pour augmenter cette conscientisation et vice-versa. Je suis aussi favorable à des espaces non mixtes à côté, où les personnes se comprennent et n'ont pas à se justifier, où elles peuvent se ressourcer en parlant librement de sujets tabous, ou pas d'ailleurs. En réalité, la mixité est plus difficile à vivre pour certaines catégories de personnes que d'autres. En fonction du rapport de domination implicite, on n'a pas les mêmes barrières implicites à prendre en compte. Quand on est un homme, on ne vit pas les mêmes micro-agressions, les mêmes injonctions à ne pas parler trop fort. On a une légitimité par défaut, on a le droit d'être en désaccord sans se faire coller une étiquette, ni critiquer sur la forme. On n'a pas besoin de se suradapter et de peser chaque mot pour ne pas braquer l'autre. En fait, la mixité n'a pas d'évidence, elle se travaille et se construit. Pour avoir plus de diversité, il faut déjà y porter de l'attention et écouter les femmes pour savoir pourquoi elles ne viennent pas et pourquoi elles repartent si vite. La moitié des femmes dans l'informatique repartent après 10 ans. Il ne suffit pas de parler de flexibilité horaire dans les offres d'emploi avec de l'écriture égalitaire, de savoir ou de se dire que dans notre organisation, il n'y a pas de sexisme et que nous, on est quelqu'un de bien, quelqu'une de bien, donc pas sexiste non plus. Il y a le sexisme hostile auquel on pense par défaut, où on insulte et dégrade ouvertement les femmes, mais il y a aussi le sexisme bienveillant, où on va complimenter les femmes sur leur douceur, leur tenue, leur gentillesse, leur charme. Et le sexisme intériorisé, où l'infériorité des non-hommes fait partie de notre vision du monde, plus ou moins consciemment. Cela peut passer par du man-interrupting, où les hommes coupent la parole des femmes, du manspreading, où des hommes prennent tout l'espace physique et ou vocal, du repeating, avec un H, aspiré, où une idée devient intéressante si elle sort d'une bouche masculine, ou du broprieting, la récupération d'une idée de femme sans que cela soit relevé. La culture sexiste dans la tech caracole d'ailleurs en tête des motifs des départs des femmes. Le sexisme est partout, dans toutes les causes, organisations, partis politiques, secteurs d'activité, espaces publics et privés dans chaque personne. Il n'y a pas de solution miracle one-shot. Si on veut de la diversité dans nos organisations, cela touche forcément aussi à l'équité dans les domaines connexes. Foyer, culture, structure, logiciel fait majoritairement par des hommes, la santé, l'éducation. Les dynamiques sont liées et se nourrissent. Penser que c'est un problème local, un malentendu, qu'individuellement on n'a ni levier ni responsabilité est une erreur. Même lorsque l'on dit que ce n'est pas prioritaire ou hors sujet. Dès qu'on arrête d'investir dessus, on ouvre une brèche, on recule face aux autres forces contraires, le statu quo inégalitaire. C'est ce qui permet à des violences sexistes et sexuelles de prospérer et tant d'affaires de rester sous silence pendant des décennies avant d'enfin pouvoir être audibles, qu'il s'agisse de PPDA, l'abbé Pierre, d'Andy Rubin, le créateur d'Android, ou des révélations de Suzanne Fowler chez Uber. La communauté du libre n'est pas en reste, avec Jacob Appelbaum de Tor, Debian par exemple. C'est mieux que rien de mettre en place des des codes de conduite dans les communautés, après que des femmes aient enfin réussi à faire fi du gaslighting et à parler, à se faire entendre. Mais est-ce suffisant ? Est-ce qu'on peut parler de logiciels vraiment libres s'ils reflètent le patriarcat de la société, s'ils ne concernent que les hommes blancs, hétéros, valides ? Est-ce que la machine de Blanquer ne nous a pas renvoyé plus loin que 25 ans en arrière, mais en 1789, quand on mettait en place le suffrage universel uniquement pour les hommes ? Je vous laisse sur ça et vous dis à bientôt. Nous sommes de retour en direct, donc c'était une chronique enregistrée de Florence Chabanois intitulée Mix, présidente de la Place des Grenouilles. Le site de la Place des Grenouilles, c'est lapdg.fr. Vous retrouvez les références sur libravou.org/280 ou sur le site de Cause Commune, causecommune.fm ou encore dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Alors je précise que Florence va mettre en pause sa chronique pour la prochaine saison. Nous la remercions chaleureusement pour ces 2 ans de chronique et évidemment on garde au chaud sa place dans l'équipe des chroniques. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons le parcours libriste d'Anne Loth, développeuse, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. En attendant, nous allons écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus. On se retrouve dans 1 minute 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune 93.1. Y a un fantôme dans la maison, y a Dracula dans le beau salon, y a un zombie qui mange mes biscuits, y a une sorcière qui tricote derrière, y a un squelette qui met mes baskets, y a un fantôme dans la maison, y a Dracula dans le beau salon, une araignée qui lit mes BD, y a un gros rat qui rigole de moi, un loup-garou qui veut des bisous, y a un fantôme dans la maison, y a Dracula dans le beau salon, une chauve-souris cuit des spaghettis, y a un serpent qui se brosse les dents et un chat noir avec une guitare. Y a un fantôme dans la maison, y a Dracula dans le beau salon, y a un zombie qui mange mes biscuits, y a une sorcière qui tricote derrière, y a un squelette qui met des baskets, y a un fantôme dans la maison, y a Dracula dans le beau salon, y a un zombie qui mange mes biscuits, y a une sorcière qui tricote derrière, y a un squelette qui met mes baskets. Nous venons d'écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus, disponible sous licence Art Libre. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager avec vos proches librement, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons Attribution, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, ou encore licence Art Libre, comme le titre que nous venons d'écouter, Un fantôme dans la maison par Odysseus. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va être un parcours libriste. Alors l'idée d'un parcours libriste est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel certes, mais qui va être bien sûr l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invité du jour est Anne Loth, développeuse au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Bonjour Anne. Bonjour. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le site de causecommune.fm, bouton de chat, ou sur le site de Libre à vous. Nous mettrons toutes les références utiles sur la page de l'émission sur libreavou.org/280, ou si vous nous écoutez en podcast dans les notes du podcast de l'épisode. Alors Anne, c'est un grand plaisir de te recevoir pour la première fois au studio, parce que tout à l'heure je préciserai que tu es déjà intervenu dans Libre à vous. Merci pour la confiance que tu nous accordes en acceptant de partager des bouts de ton parcours. Merci pour l'invitation, et puis c'est toujours un peu angoissant de parler de soi-même, donc je vais tâcher d'être à la hauteur de cette invitation. Alors je comprends que ce soit angoissant et c'est pour ça que je te remercie. C'est toutes les personnes invitées à ce fameux format qui est Parcours Libriste nous disent exactement la même chose. Alors donc pour commencer, on va parler un peu de ton enfance et pour situer un petit peu les choses. De quelle génération es-tu et où as-tu grandi ? Alors moi je suis né en 1985, donc génération Mitterrand, si ça peut résumer la situation. Et j'ai grandi dans l'ouest parisien, donc je suis une banlieusarde, comme on pourrait le nommer, mais plutôt la banlieue, disons, plutôt une banlieue aisée, on va dire, située, moi j'étais entre Poissy, donc un peu aisée, et les Mureaux Val-de-Seine, donc un peu moins aisée, donc j'ai eu une enfance un peu partagée entre les deux. J'étais dans un établissement privé catholique, donc assez aisé, mais je pratiquais la course à pied, qui est un des sports les plus populaires avec le foot. Donc dans un quartier un peu moins aisé, ça m'a permis de fréquenter, disons, de pas rester cloîtré dans un seul secteur, quoi. Ah bah déjà ça va me permettre d'aborder deux sujets différents, parce qu'il y a un sujet qui va revenir, je pense, au cours d'émission et notamment à la fin, mais c'est le sport, parce que tu parles donc de la course à pied. T'as commencé la course à pied vers quel âge, tu te souviens ? Oui, tout à fait, j'avais 9 ans. D'accord. Dans le cadre d'un club en athlétisme ou comme ça ? Oui, tout à fait. On faisait la tournée des assos de la ville où j'habitais et voilà, ma sœur m'a dit de pas faire du tennis parce que j'aurais qu'un bras. J'aimais pas trop la piscine, donc finalement
Le foot, j'ai demandé le foot, mais il n'y avait pas pour les filles à cet âge-là. Donc le club qui restait, c'était la course à pied. Donc le principe, c'était d'aller courir dans la forêt parce qu'il n'y avait pas tellement de structure à l'époque. D'accord, on va y revenir tout à l'heure parce que le sport est l'une de tes passions. Oui. Et d'ailleurs, je te remercie avant d'oublier de m'avoir fait découvrir notamment l'an dernier un trail qui s'appelle les 40 bosses dans la forêt de Montmorency. Mais pas facile. Pas facile du tout. Non, je confirme, et encore, moi j'ai fait la version la plus courte, 10 km, mais on reviendra sur cette passion sportive parce que voilà, ça fait partie de ta vie. On va parler un petit peu peut-être de l'école. Donc tu as dit que tu étais dans une école catholique, c'est ça? Oui, tout à fait. J'étais à Notre-Dame-les-Oiseaux, ça s'appelle. C'est assez joli comme nom. Notre-Dame-les-Oiseaux, c'est assez mignon comme nom, effectivement. Ouais. Et comment ça s'est passé ta scolarité? Est-ce que tu as pris plaisir? Est-ce qu'il y a des matières qui te plaisaient plus que d'autres? Comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai une approche un peu, disons, spécifique de l'école parce que je suis fille de prof. Donc ça change un peu l'approche de l'école. Tes deux parents étaient profs? Non, ma maman était professeure de français. D'accord. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé l'école, surtout parce que ça se passait bien. Et voilà, et que non, ça se passait globalement bien. Et les matières que j'aimais, c'était avant tout le sport et après les matières scientifiques en général. D'accord, j'ai vu dans ta bio que tu as eu un bac scientifique avec honneur, c'est ça? Ouais, j'ai eu la chance et l'heureux hasard d'avoir une mention, donc après ça aide pour la suite. D'accord, ok. Et à l'époque, est-ce que tu te questionnais sur le choix entre le sport d'un côté, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te plaît beaucoup et qui te plaisait beaucoup, donc le sport éventuellement de façon professionnelle, hein, et plutôt les sciences. Est-ce que tu te posais la question, et si oui, qu'est-ce qui t'a orienté vers finalement le choix de devenir une ingénieure en informatique? La question c'était, est-ce que je pourrais pas faire de ma passion mon métier? Donc, exactement, oui. Typiquement, le premier débouché que moi j'envisageais, c'était prof de sport, bien sûr, fille de prof, voilà. Mais une de mes enseignantes m'a dit, tu sais, le pouvoir d'achat, professeur de sport, c'est pas fou, donc je te conseille de pas faire ça. Ça m'a permis de remettre ce choix en question, et ensuite c'était surtout, j'avais pas envie de consumer ma passion à essayer de faire du sport à des gens qui en avaient pas très envie. D'accord, c'est-à-dire que l'idée d'essayer de forcer, entre guillemets, ou en tout cas d'encourager des enfants à faire du sport, t'avais pas envie. Ouais, voilà, a priori, la pédagogie, c'est pas génétique. D'accord. Et est-ce que tu t'es intéressé par le sport individuel? Parce que finalement, la course à pied, c'est un sport parfaitement individuel. Je sais que tu fais aussi de la randonnée, tu fais du vélo. Alors, le vélo peut se faire en équipe, mais est-ce que tu étais plutôt intéressé par les sports individuels ou finalement les sports en équipe aussi pouvaient t'intéresser? T'as dit que t'aurais bien voulu faire du foot, mais il n'y avait pas de club de foot qui acceptait les filles, ou de club de foot uniquement de filles? J'ai pas compris en fait. Ouais, en fait, moi je me suis posé la question, je voulais faire du foot et le seul club de féminin qu'on ait trouvé à cette époque-là, en tout cas mes parents m'ont dit non, c'est à Poissy, c'est trop loin, on peut D'accord, ok. C'est ce que je comprends. Et donc alors, t'étais plus sport individuel ou sport collectif? Ou les deux finalement? Dans ma pratique, j'étais vraiment sport individuel et j'ai eu ma revanche par la suite sur les sports co et j'ai pu en mesurer les avantages et les limites après. Alors c'est quoi cette revanche? Après, au bout d'un moment, la course à pied... disons, j'avance un peu dans le temps, mais en première année d'études post-bac, je suis parti loin de chez mes parents, et du coup, je m'entraînais toute seule 6 fois par semaine. C'était un peu dur à assumer dans la tête, un peu jeune comme ça. Et en plus, j'ai fini l'année par une fracture de fatigue parce que surentraînement, évidemment. Et donc, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter la course à pied et de revenir à l'idée du foot, d'autant que j'étais dans une ville étudiante où il y avait un club de foot féminin, comme par hasard. Et donc j'ai rejoint le foot que j'ai pratiqué les 10 ans d'après. D'accord, alors on va en parler juste après. Juste avant, toujours pour finir sur la partie enfance, vu que tu fais de l'informatique aujourd'hui, question traditionnelle, donc t'es né en 85, donc est-ce que t'as eu un ordinateur à un moment? Est-ce que dans la famille il y avait des ordinateurs? Est-ce que toi tu as eu un ordinateur? Et si oui, quel en était ton usage? Oui, merci pour la question. En fait, il s'avère que mon papa était, je saurais pas dire, à l'époque je disais docteur des ordinateurs, mais je crois que c'est pas le terme officiel. Il travaillait dans l'informatique en tout cas. En fait, il s'est formé en informatique à la microélectronique, on disait à l'époque, quand ça s'est répandu un peu partout. Lui s'est formé dessus et effectivement, ça a été son métier après. Et pour cette raison-là, il y avait un ordinateur à la maison et j'avais le droit de jouer à l'ordinateur avec mes sœurs. On avait le droit de jouer, je sais plus, 1 heure le week-end, je crois, quelque chose comme ça. Donc très vite, j'ai eu des ordinateurs entre les mains pour jouer. Et finalement, après, j'ai même eu droit à une calculatrice parce que je faisais des études scientifiques contrairement à mes sœurs. Donc j'ai eu droit à une calculatrice. J'ai commencé à programmer, ou en tout cas à télécharger des jeux de combat là sur les TI. Et les Texas Instruments? Texas Instruments, bien sûr, j'avais la TI 89. Et ouais,
Et après, et du coup, c'était vraiment comment. Du coup, ça me faisait pas peur, mais par contre, ça me soulevait plein de questions de, il y avait quoi à l'intérieur et comment ça se fait comment c'était possible que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et c'est plutôt sans passion aucune, mais plus juste alimenté par des questions que je me suis orientée dans ce métier-là, et probablement aussi inspiré par le métier de mon papa, je pense. Et est-ce qu'à l'époque, parce que moi, ce sont mes 2 plus jeunes enfants, j'avais fait un truc un jour, c'est que j'avais ouvert l'ordinateur pour essayer de leur demander s'ils pouvaient imaginer à quoi servaient les différents composants, voire de donner des noms. Est-ce que ton papa a fait la même chose? Super exercice, je me souviens pas qu'il ait fait ça à l'époque, mais c'est vrai que mon premier ordinateur, en tout cas, je l'ai assemblé et puis il a été capable de me dire oui, il y a des reventeurs de pièces détachées. Tu veux dire que tu l'as assemblé toi-même? Oui. Ah d'accord, ok. Mais du coup, il était capable de me dire il y a des revues spécialisées pour dire quelle est la compatibilité électronique des composants. On peut pas faire n'importe quoi, etc. D'accord. La démocratisation d'Internet en France, c'est à peu près les années 98-2000, donc tu devais avoir, si je regarde bien, 15 ans à peu près, voilà. Est-ce que tu as eu rapidement un accès à Internet? Et qu'est-ce que tu as découvert si tu as un accès à Internet? Est-ce que tu as découvert, alors j'allais dire Wikipédia, mais Wikipédia je crois que c'est 2001 de mémoire, mais bon. En tout cas, est-ce que tu as eu rapidement un accès à Internet et qu'est-ce que tu en as fait? À part jouer. Je pense que oui pour l'Internet, je me souviens du bruit de connexion là qu'on a tous en tête. Des modems, de l'époque, du modem. Et après, je sais pas, je faisais pas grand chose avec Internet, mais je me souviens de la première, Camini, je me souviens du clip de Camini, c'est le chanteur de où je sais plus, en Picardie. Morlon Garmi, je sais plus, oui. On va retrouver, oui. En tout cas, je me souviens d'avoir découvert Camini, c'était vraiment ça Internet et pas beaucoup plus. Et après, oui, quand j'ai commencé les études, ce qui était assez concomitant, c'était l'accès à l'information, ouais. Alors c'est Marly Gaumont, le chanteur qui tourne toujours d'ailleurs, hein, il fait toujours des spectacles. Ouais. D'accord. Et donc toi, et t'as pas essayé d'aller, parce qu'à l'époque il y avait des magazines qui, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, à l'époque il y avait des magazines sur lesquels on pouvait trouver des CD avec du code. Donc ton papa étant informaticien, en tout cas ayant appris l'informatique, est-ce qu'il t'a pas acheté ça, ou toi-même tu t'es pas dit tiens je vais acheter ce genre de magazine où je vais récupérer du code sur Internet pour voir comment ça fonctionne? Non, est-ce que tu as fait ça? Ben non, pas vraiment. En fait, je pense que c'est une des grandes différences que je perçois avec mes congénères masculins, c'est que pour moi congénères. Ouais, je généralise bien sûr, mais c'est moi, j'aime bien le terme. C'est peut-être pas les bons mots, mais en tout cas, moi, ma passion, c'était le sport. Ça a jamais été l'informatique. C'était un centre d'intérêt, mais du coup, j'avais pas la passion et je codais pas la nuit comme certains de mes collègues à l'université, et j'ai vraiment beaucoup appris en me frottant à ces gens-là dont c'était la passion, mais c'est pas la mienne et ça ne l'a jamais été. D'accord. Ok. Donc on va enchaîner avec cette découverte de la passion, parce que finalement, si je comprends bien, donc t'as ton bac, baccalauréat scientifique, et tu vas aller en école d'ingénieur, donc à l'université de technologie de Compiègne. Exactement. Alors déjà, première question, pourquoi ce choix? Alors, on rappelle, t'es du côté donc des Yvelines, si j'ai bien suivi. Oui. Compiègne, c'est quand même à quelques kilomètres des Yvelines. Oui. Donc pourquoi ce choix? Pourquoi l'école d'ingénieur et pourquoi Compiègne? Ouais, alors déjà, moi, je sais pas si je voulais être ingénieur exactement. J'ai toujours lutté contre cette dénomination ingénieur qui ne signifie rien d'autre que bac plus 5. Oui. Alors pourquoi dans les autres formations on dit pas le niveau d'études? Donc en tout cas, je voulais faire des études longues parce que j'en sentais que j'en avais les capacités, et mes parents aussi. Ils t'ont encouragé là-dessus? Me confirmer dans ce choix, tout à fait. Moi, ce que je souhaitais ardemment, c'était continuer ma pratique intensive du sport. Et par ailleurs, l'autre contrainte qui était posée par mon milieu familial, enfin par mes parents, c'était on peut investir financièrement sur toi, mais ça va être soit une école lointaine. En gros, ils pouvaient pas payer une école privée et un logement, donc c'était soit un logement loin avec une école publique, d'accord, soit une école privée à Paris. Et donc après, j'ai sondé plusieurs candidatures. Au final, j'avais deux noms sur les listes. Ah oui, donc prépa intégrée, pardon. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est prépa intégrée à l'université de technologie de Compiègne, qui se fait aussi dans les INSA, par exemple. Rappelle ce que c'est qu'une prépa intégrée. La prépa intégrée, c'est de dire que les 2 années de préparation, donc d'habitude on fait dans les écoles préparatoires pour devenir ingénieur, donc ces 2 années-là sont intégrées au cycle ingénieur, c'est-à-dire que c'est dans le même établissement qu'on va faire les 5 ans.
Donc moi, ça m'a acheté une sérénité dans le sens où j'avais pas à passer des concours après 2 ans. Comme je me voyais pratiquer le sport intensément, je me suis dit que c'était une source de stress supplémentaire que je souhaitais m'épargner. Et pour cette raison-là, je ciblais les écoles à prépa intégrée. Et après, j'avais 2 choix qui subsistaient. Et ma tante, qui est ingénieure par ailleurs, m'a dit que le Compiègne était mieux classé que mon autre choix. Donc j'ai pris Compiègne. Et puis ça rassurait ma maman de savoir que, et mon papa d'ailleurs, de savoir qu'il pouvait venir à un coup de voiture me dépanner si jamais. J'étais la première à partir de la famille, donc c'était un peu, c'était une grosse étape pour tout le monde. Ouais, je comprends, je suis en train de vivre ça avec ma plus grande fille, donc je peux comprendre tes parents. Alors quand tu m'as envoyé les infos de préparation, tu avais marqué donc Université de technologie de Compiègne en section sport, et au début je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, elle va de l'université d'ingénierie et elle fait du sport. Et bien en fait j'ai compris après, puis je t'ai posé la question aussi avant l'émission, et en fait c'est très intéressant parce que j'ai demandé d'expliquer, parce que on ne sait pas forcément. En fait, tu as intégré une sorte de section ouverte entre guillemets aux sportifs de haut niveau. Qui permet un aménagement. Est-ce que tu peux expliquer comment fonctionnait cette section qui est donc une école d'ingénieurs, mais ouverte à des gens qui pratiquent le sport à un certain niveau? Ouais, exactement. Même si je présente donc ce qu'on appelle l'UTC en amont de façon un peu plus générale, c'est une université de technologie de Compiègne. Donc avant tout, c'est une université, c'est-à-dire que ce sont des frais universitaires pour rentrer là-bas. Par contre, il y a une sélection à l'entrée, donc c'est quand même sur dossier. Il faut prouver qu'on a un peu le moyen d'y rentrer. Et ça fonctionne aussi avec des ECTS, comme on dit. Je sais pas si ça marche encore ça, les ECTS aujourd'hui. Bref, en fait, je sais pas ce que c'est. Oui, pardon. À chaque fois qu'on valide une matière, on a gagné des points et donc des crédits. Et c'est au fur et à mesure, au bout d'un moment, on a suffisamment de crédits pour valider le diplôme. Donc, c'est recommandé en 5 ans quand même, mais c'est possible d'être un peu plus souple que ça et d'avoir des matières un peu différentes. D'accord. Alors, ECTS, je vois que c'est Système européen de transfert et d'accumulation de crédits. Je ne connaissais pas. Donc, c'est en fait, chaque matière valide des crédits et en fait, une autre université étrangère peut valider d'autres crédits, mais tout ça s'accumule au bout d'un moment pour valider un diplôme. Tout ça pour dire que c'est en gros l'ambiance universitaire avec quand même un diplôme d'ingénieur à la fin. C'est quelque chose qui m'avait pas mal convaincu pour y aller, pas mal plu, une forme de liberté, c'est-à-dire que chacun choisit un peu son parcours tant que le contrat des ECTS est rempli à la fin. D'accord. Et la partie donc et la partie sport. Ah, la partie sport, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça te donne comme avantage? Donc juste, moi j'étais pas sur les listes sportives de haut niveau, j'étais pas encore à ce niveau-là, je l'ai jamais été d'ailleurs. Mais par contre, ils m'ont quand même accepté dans leur section sport de haut niveau. Et il y avait, en gros, c'est un petit gang de sportifs qui sont rassemblés ensemble. Il y a un niveau sportif qui est requis pour rentrer. Il y a aussi un entretien avec la personne qui est responsable de la structure. Et après, ça offre. C'est un argument pour moduler les cours. Donc, si on a besoin d'un peu plus de temps pour valider tous les crédits, comme je disais, on peut négocier avec les responsables pédagogiques. Moi aussi, j'avais la chance d'avoir 1 heure de kiné par semaine, quelque chose comme ça, et j'avais un suivi au sein de l'université qui se voulait à la fois sportif et psychologique pour construire un projet un peu de long terme. Alors moi, malheureusement, disons, ou heureusement, je sais pas, en tout cas, moi j'ai fait 1 année et après j'ai choisi de quitter cette structure parce que ça convenait plus à ma pratique sportive, mais il y a des gens qui font les 5 ans au sein de au sein de cette structure, et il y a des gens qui s'absentent pour faire les JO, etc. Ah oui, carrément. Donc ouais, il y a des très bons sportifs, notamment dans la filière aviron. Il y a pas mal de très bons, comment on dit, avironnés, je sais pas comment on dit, sportifs de l'aviron qui sont dans ces structures. Ouais. D'accord. Je vais préciser que moi je l'ai découvert l'an dernier, que ça existe aussi pour les artistes. Il y a aussi ce statut artiste de haut niveau. Alors je sais pas à Compiègne, mais par exemple, je le précise parce que mon fils qui fait du hautbois et qui est en licence de maths informatique à la Sorbonne a le statut d'artiste de haut niveau à la Sorbonne, qui lui permet effectivement, comme toi à Compiègne, d'avoir des aménagements de cours, d'horaires, de décaler des examens, et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet effectivement à quelqu'un qui a 2 passions qu'il veut mener en parallèle, soit qui ne sait pas encore quel choix faire en fait entre sportif de haut niveau et ingénieur, ou artiste de haut niveau et informaticien ou mathématicien. Donc ça c'est très intéressant. Moi j'ai découvert que ça concernait aussi les artistes. Ouais, de mémoire à Compiègne aussi, il y a pas mal de musiciens. Je me souviens d'un pianiste ou même j'ai l'impression, de mon souvenir en tout cas, l'UTC c'est vraiment, si t'arrives avec ton projet perso, tu peux négocier des contraintes tu peux négocier au vu des contraintes qui sont les tiennes pour faire ton parcours d'ingénieur à ton rythme. D'accord.
Alors l'UTC, c'est la découverte aussi des congénères masculins. Oui. Parce que je reviens sur cette expression de tout à l'heure, effectivement. Donc non mais Pardon. Ah mais non, mais moi ça me choque pas du tout. Hein. Donc c'est la découverte de personnes qui, donc contrairement à toi, comme tu disais tout à l'heure, pour certains en tout cas, ont fait de l'informatique bien avant d'intégrer une école d'ingénieur, hein, soit via des revues comme je le disais, soit via internet, etc. Donc tu découvres finalement des gens plus passionnés que toi de la partie informatique en tout cas. Mais finalement comment tu le vis? Parce que tout à l'heure tu as employé ce terme, je sais pas si c'était de façon négative ou positive en fait. Non, c'est ni négatif ni positif, c'est plus factuel. Enfin, en tout cas, dans ma bouche, ça se veut que factuel, dans le sens où c'est vraiment des gens qui sont passionnés et qui sont capables de passer des soirées entières. Genre, quand moi je vais à un concert, eux, ils sont devant leur ordi, et ils ont des projets perso, ils développent d'autres choses en parallèle. Et enfin, ouais, moi j'avais discuté avec des gens et ils étaient déjà en train de faire des moteurs de rendu 3D, alors que moi j'apprenais l'algorithmie. Donc, c'est vrai qu'il y avait une espèce de différence, et en fonction de mes différents d'expériences professionnelles, ça a pu se renouveler également. Donc, mais c'est très chouette aussi de rencontrer ces gens-là, dans le sens où souvent ils sont très en avance, et du coup j'apprends beaucoup techniquement de ces personnes-là en général. Et alors pour rebondir sur la chronique de Florence une première fois, parce que je crois qu'on va y rebondir plusieurs fois, oui. Quelle était si tu te souviens, la proportion de filles parmi les élèves dans ta promo? Il y a deux réponses possibles, parce que soit c'est en première année où du coup c'est vraiment très mélangé, c'est tous les cursus d'ingénierie qui sont mélangés, mais je pense que ce qui nous intéresse c'est plutôt, donc ce que moi je dirais en troisième année, en début d'informatique, je pense qu'on était 10 quoi, et la promo c'est 350 de mémoire. Donc oui, quand même, d'accord. Ouais, alors je vais pas les nommer, mais je les connaissais toutes et voilà. D'accord, ok. Et c'est très faible, ouais. Et ça se passait comment vous étiez accueillis? Je te reposerai la même question tout à l'heure dans le monde professionnel, mais... Oui, non, mais c'est une question intéressante. Après, de par ma pratique de la course à pied, j'ai toujours été dans des groupes de gars. Donc d'accord. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que il y a un moment où je courais vite, parce que juste j'essayais de suivre les gars. Et du coup, j'étais assez habituée à cet environnement masculin. À la maison, moi, je suis au milieu de 4 filles. Enfin, on est 4 filles. J'arrivais au sport. 4 sœurs, c'est ça? Ouais, on est 4 sœurs. Okay. Ouais. J'arrivais au sport, d'un coup il y avait plus que des gars, et puis là j'arrivais à nouveau dans un milieu où il y avait que des gars, donc je pense que c'était pas une difficulté pour moi c'était pas une difficulté pour moi d'être confronté à ça, même si c'était pas le truc le plus à l'aise c'était pas le plus naturel du monde non plus, quoi. D'accord. Donc tu fais 5 ans d'études d'ingénieur, tu es diplômé en 2008. Et là, il faut se lancer dans le grand bain, entre guillemets. Donc, comment tu choisis ta première expérience professionnelle, et qu'est-ce que c'est où? Est-ce que c'est dans l'informatique? Est-ce que c'est dans un autre domaine? Celle-là, comme toutes les autres qui vont suivre, c'est plutôt des joyeuses coïncidences de la vie qui font que j'étais dans un stage. Donc, comme beaucoup de cursus d'ingénierie, à l'UTC, ça se termine par 6 mois de stage. Donc stagiaire ingénieur, donc en fait c'est déjà dans un poste d'ingénieur, et finalement je suis restée là-bas, là où j'étais, parce que donc ça se passait bien, tous les gars autour étaient sympas, hein, puisque il y avait que des gars, et surtout en fait j'étais en cours de négociation pour faire une thèse CIFRE, ce qu'on appelle une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est financée par l'entreprise. Et donc l'entreprise où j'étais, en accord avec une enseignante chercheuse de l'université technologique de Compiègne, avait proposé un sujet, et donc on était tous d'accord. Simplement, au bout d'1 an où ils m'ont fait miroiter le début du doctorat, ça ne s'est jamais passé. Donc j'ai fini par en partir. Mais sinon j'étais là, quoi. D'accord, et j'en suis parti, encore une fois, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, mais vas-y, j'allais demander ce que tu faisais en fait. Eh bien, je travaillais sur une plateforme je crois qu'elle s'appelle toujours Capico, et c'était une plateforme pédagogique pour proposer des petits, c'est un Moodle pour les enfants, quoi. Un Moodle, c'est un environnement d'enseignement à distance, c'est ça? Exactement, ouais, pardon, okay. Pour de l'apprentissage à distance. Et voilà, le sujet, ça devait être une ontologie de l'apprentissage. Voilà, une ontologie, c'est une espèce de thésaurus dédié et structuré. Je sais pas si ça explique mieux. D'accord, non mais c'est très bien. Okay. Avant de faire la pause musicale, je vais revenir sur le Compiègne, parce que j'ai oublié de poser une question toute simple. Tu as découvert des logiciels libres à Compiègne. Est-ce qu'il y avait un enseignement autour des logiciels libres ou pas du tout? Pas du tout. Alors, sauf si mes souvenirs sont inexacts, mais pas du tout. Pas du tout, d'accord. Il y avait plein d'autres choses, mais pas ça. D'accord. Et est-ce que dans ta première entreprise, parce que comme j'ai quand même ton parcours sous les yeux, je vois des noms de logiciels libres dans ta première entreprise, celle dont tu viens de parler. Donc tu as découvert le logiciel libre à ce moment-là, c'est ça?
Non, il n'y a pas. C'est quoi le logiciel libre que tu mentionnes, c'est quoi? Je vois SVN, je vois Eclipse. Oui, j'utilisais Eclipse et parce que j'utilisais aussi un environnement de développement. Ouais, exactement, un outil pour aider au développement. Oui, mais bon, c'était vraiment une tannée Eclipse. D'accord, donc c'était mineur en fait, c'est ça. Non, c'était pas du tout une revendication. Et il y avait un autre logiciel qu'on utilisait, je m'en souviens plus, Flask, qui est devenu libre par la suite, mais qui ne l'était pas à l'époque où moi j'utilisais. C'est devenu libre et évidemment ça a été abandonné après. D'accord, ok. Écoute, on va faire une pause musicale et après on va enchaîner avec la suite de ta carrière et la découverte du logiciel libre parce que c'est un parcours libriste, donc évidemment. Alors, on va écouter De Vague en Vague par Mescal 7 et on se retrouve dans 3 minutes 37. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter De Vague en Vague par Mescal 7, disponible sous licence Art Libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors, nous allons reprendre notre échange donc avec Anne Laude, son parcours libriste.
Anne est développeuse actuellement au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Nous allons y venir évidemment à un moment, mais on va continuer son parcours professionnel. Donc juste avant la pause musicale, on parlait de sa première expérience, donc l'entreprise où elle avait fait un stage de 6 mois et où elle est restée quelques temps, mais où elle n'a pas vraiment découvert les logiciels libres, et pourtant c'est un parcours libriste, donc forcément à un moment Anne va découvrir les logiciels libres, même plus que découvrir, hein, vu qu'aujourd'hui elle en développe. Donc c'est l'arrivée à Sciences Po, si j'ai bien compris, qui te met le premier pas au logiciel libre, c'est bien ça, et même au Media Lab de Sciences Po. Alors est-ce que tu peux expliquer d'ailleurs comment tu t'es retrouvé au Media Lab de Sciences Po, et puis ce qu'est le Media Lab aussi déjà? Oui, je me suis retrouvé là encore une fois par un joyeux hasard. C'est un ami de l'UTC qui me dit d'ailleurs si jamais tu cherches, bon il s'avérait que je cherchais mais il ne le savait pas. Si jamais tu cherches, il y a un poste à Sciences Po au Media Lab. Donc évidemment je sais pas du tout ce que c'est. Donc je commence à regarder. C'était les tout débuts du Media Lab. J'étais la 4e personne à arriver là-bas historiquement, et le Media Lab c'est donc une instance. Aujourd'hui c'est un centre de recherche si je ne me trompe pas. C'est fondé par Bruno Latour, donc ça doit être dans les années 2008 peut-être, ou par là à peu près. Et le but c'est de mettre en relation des ingénieurs, donc sous-entendu développeurs, des graphistes, donc designers, etc., et des chercheurs. Donc c'est vraiment rassembler ces 3 corps de métier pour arriver à faire avancer la recherche et outiller la recherche. D'accord. Et donc je les rejoins. Moi je suis rattaché au département d'économie. Je suis là pour développer, outiller un projet sur en gros faire des enquêtes en ligne pour appliquer de la théorie des jeux à des communautés qui seraient repérées, entre autres les Wikipédians. D'accord, donc ça c'est en 2010 que tu rejoins Sciences Po, okay, c'est ça? Ouais, d'accord. Et le Media Lab, j'ai juste précisé que le Media Lab est membre de l'April, donc soutient l'association. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'émission 157 du 25 octobre 2022, donc soit sur le site causecommune.fm, soit sur libreavou.org/157. Donc ça c'est ta découverte des logiciels libres, donc tu vas les utiliser pour justement cette mise en œuvre de théorie des jeux sur les communautés? Exactement, donc moi je rejoins là-bas, à l'époque c'était Paul Girard, et je rejoins Paul et qui me dit oui, des enquêtes en ligne. Alors tout de suite lui il regarde, sa logique c'est de voir est-ce qu'il existe des logiciels libres qui font ça, et donc on a trouvé un logiciel libre qu'on a téléchargé, qu'on a adapté à notre besoin et qu'on a... Il s'appelait comment si tu te souviens? Ouais, Monkey Survey. D'accord. Ça existe toujours, je pense. Ça a été renommé Lime Survey depuis, pardon. Ah, ça existe toujours. Parce que, voilà. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'on a un questionnaire justement en cours qui utilise Lime Survey. Donc, okay. Exactement. Donc c'était une version de Lime Survey qu'on avait adaptée à nos besoins. Mais du coup, même pas besoin de développer tout de A à Z, quoi. C'était super simple. Et après. Mais est-ce que tu savais que ce genre de logiciel existait? Mais non, pas du tout à l'époque. Enfin, comme tu dis, j'utilisais Eclipse, mais j'avais pas mesuré que c'était un logiciel libre. J'avais pas téléchargé. Enfin, j'avais pas mesuré que j'avais juste besoin de le télécharger, que j'avais pas payé, etc. Et que le code était ouvert par ailleurs quelque part. Donc là, en fait, si je comprends bien, donc dans ton entreprise précédente, tu utilisais Eclipse, donc un environnement de développement. Donc tu utilisais pour faire du développement. Sans conscience. Et c'est le côté j'ai pu le récupérer gratuitement et je l'utilise. Par contre là avec Monkey Survey, c'est un logiciel que tu vas adapter, c'est-à-dire que c'est pas simplement que tu vas l'utiliser, tu vas l'adapter aux propres besoins du Media Lab de Sciences Po. Exactement, moi je vais pouvoir vraiment le bidouiller ou vraiment faire exactement le faire rentrer des ronds dans des carrés parce que le code est disponible et que du coup c'est du PHP, ça n'a pas dû changer ça, mais et que du coup je regarde toujours du PHP, c'est un langage de programmation. Voilà, j'ai accès au code directement, je peux voir ce qui se fait et ce que j'aimerais faire à la place et hop, je mets mon propre code et ça fonctionne. Souvent ça fonctionne. Donc c'est impressionnant. Et est-ce qu'en tant que développeuse, ça fait une bascule dans ton approche de finalement de l'informatique en disant tiens, tout d'un coup, il y a des trucs où j'ai pas de limite, il y a un outil, il a ses limites où je voudrais des fonctionnalités, si j'ai les capacités, je peux les ajouter. Est-ce que ça fait quelque chose dans ta tête? Ben oui, non seulement ça, et puis après, Paul me dit maintenant, le code qu'on a fait, on pourrait le remettre dans du libre. Et du coup, c'est ça aussi, c'est le fait de dire mais d'autres pourraient réutiliser ce qu'on fait. Ça me semblait pas trop stupide ce qu'on faisait, donc il y avait peut-être un besoin quelque part. Et du coup, c'était vraiment la boucle complète qui a donné à l'informatique une autre dimension pour moi à ce moment-là. D'accord, une dimension positive. Oui, une dimension positive. Et puis c'est que tout le monde peut accéder à mon travail et moi je peux accéder au travail de tout le monde. C'était ça la dimension un peu de libre accès, quoi.
Et est-ce qu'il y avait une crainte de publier justement tes contributions? Parce que finalement, tu dis que tout le monde pouvait accéder à mon travail, mais peut-être que toi, en tant que développeuse, peut-être que tu disais, c'est un peu comme les personnes qui font des romans ou de la poésie, qui les gardent pour elles, et puis qu'à un moment, on se dit, je vais les publier. Il y a peut-être un moment où on se dit, ah oui, mais il y a des gens qui vont me donner leur avis, qui vont me critiquer, machin. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là, ou tu t'es même pas posé la question? En tout cas, je faisais bien attention au code que j'envoyais en étant le meilleur possible, quoi. Donc c'est sûr que au début, en tout cas, je ne partageais que du code que j'avais relu 12 fois et qui fonctionnait après 15 tests. Donc je faisais très attention à ce que j'envoyais, et j'envoyais pas tout non plus parce qu'il y avait du code qui était un peu trop sale selon moi, un peu trop bidouillé pour accéder à la notoriété publique. Donc pour qu'on comprenne bien, le code que tu envoyais, c'était pour l'ajouter dans la version officielle de Monkey Survey. C'est pas uniquement pour toi, c'est vraiment le Media Lab avait un besoin, vous modifiez, et ce qui vous paraissait utile et pas trop crade comme tu viens de le dire, vous l'envoyez au projet officiel. Je pense que j'avais pas encore cette notion de contribuer directement au projet officiel. En gros, je l'ouvrais sur un repo, l'entrepôt de données du Media Lab, mais ça allait pas plus loin. Je faisais de demande de modification de l'enquête en ligne. Je pense que ça, c'est un pas que j'ai compris ultérieurement. On y viendra tout à l'heure, d'accord. Ok, donc et t'étais la seule développeuse sur le projet au Media Lab, ou vous étiez plusieurs à travailler sur ce dossier? Comme je le disais précédemment, c'est plutôt des triumvirats. Donc il y avait mon pendant dans la recherche et mon pendant en tant que designer. Donc on était plusieurs à travailler sur le projet, et on était 2 à développer parce que le designer était un designer développeur. Il développait lui-même ce qu'il faisait. Donc d'accord. Et c'est là d'où vient ton intérêt pour le lien finalement entre la personne qui développe, la personne qui fait de la recherche, parce qu'aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure, tu travailles dans le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Espace. Est-ce que ça vient de là, cet attrait, ou c'est plus tard? Oui, je pense que en tout cas c'est un moment. Donc déjà, je m'étais intéressée à la recherche à la fin de mes études. J'avais envisagé de faire une thèse chiffre, donc je m'étais un peu intéressée au milieu de la recherche. Et après là, à nouveau, j'étais dans le milieu de la recherche, donc j'ai continué à apprendre sur qu'est-ce que c'est que ce métier, que le métier de chercheur. Et après, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ouais. D'accord. Si je regarde ton parcours, tu as quitté Sciences Po au bout de quelques années. Oui, pour faire quelques activités de développeuse web, c'est ça? Exactement. Là, c'est plus une bifurcation personnelle, on va dire. Okay. Mais j'arrivais à la fin de contrat, donc IRC, ce qu'on appelle les subventions européennes, qui durent 3 ans à peu près. C'était la fin du contrat. Okay, d'accord. Donc la question se posait de que faire après. Et finalement, j'ai déménagé en Haute-Savoie, dans les montagnes. Donc il fallait que je trouve autre chose par là-bas. D'accord. Mais après, t'es revenu à Sciences Po. Exactement. Donc mais tout en restant en Haute-Savoie? Non, pas du tout. Au bout d'un moment, l'expérience Haute-Savoie s'est terminée, et du coup, je revenais en région parisienne. Donc, je suis allé frapper à la porte de Sciences Po, savoir s'il y avait du travail là-bas, et effectivement, en fait, j'ai trouvé un contrat. Pour quelques mois, j'avais travaillé notamment avec Alexandre Hoquet, un historien des sciences. J'ai vu qu'il avait été invité à Libre à vous. Alors, c'est l'émission... Alors, attendez, vous allez voir que la préparation de ouf dingue, il faut juste que je retrouve ma feuille. C'était effectivement l'émission 130 du 1er février 2022, donc sur causecommune.fm ou libreavou.org/130. C'était un sujet consacré à la science ouverte, dont on parlera tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai noté ça. Donc, avec Alexandre Hoquet et donc historien des sciences, et Mélanie Clément-Fontaine, qui est juriste et qui travaille à l'université de Lorraine, j'avais lu, je crois. Lorraine ou Paris maintenant, je sais plus. Non, oui, Paris-Saclay, je crois. Paris-Saclay, exactement. Mais on reviendra tout à l'heure effectivement sur la partie sciences ouvertes. Donc tu es réaccueilli à Sciences Po, mais le Media Lab entre-temps a sans doute grandi, non? Oui, voilà, le Media Lab avait bien grandi, et finalement je travaille quelques mois avec Alexandre, et puis après c'est un poste au sein de la bibliothèque qui s'est ouverte. D'accord. La bibliothèque de Sciences Po. La bibliothèque de Sciences Po, okay. Exactement. Et donc pour outiller numériquement la bibliothèque, mais toujours, en fait, c'est à nouveau un service auprès des chercheurs. Et donc je garde les amis du Media Lab et l'état d'esprit que eux m'ont appris de code ouvert, en fait, de partager les développements numériques. Et donc je découvre aussi que au sein des bibliothèques universitaires, il y a un fort mouvement de partage du code
notamment, et donc c'est un mouvement profond que moi j'essaie d'introduire, enfin de faire arriver à la bibliothèque de Sciences Po avec un succès, on va dire, mitigé. Mais encore une fois, Pourquoi mitigé ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que, bon, disons que mon expérience s'est pas très bien terminée. Peut-être que les développeurs ou les informaticiens sont des êtres un peu à part, mais toujours est-il que la mayonnaise n'a pas vraiment pris avec les instances dirigeantes de la bibliothèque. Et je crois que malheureusement, quand j'ai choisi de partir, ils se sont dit qu'ils n'embaucheraient plus jamais de développeurs à la bibliothèque. Bon, j'espère. Ah bon. Mon fardeau est un peu lourd, mais bon. Bon, peut-être que ça a changé depuis. Hein. Ouais, ok, peut-être. Et toujours est-il que, ce que j'allais dire, c'est que donc moi j'arrive avec cette volonté de partager le code que je vais développer au sein de la bibliothèque. Donc ce qui est chouette dans le milieu de la recherche, c'est que c'est même le service auprès des chercheurs, là aussi c'est un peu de la recherche, donc on fait des choses, ça marche, des fois ça marche pas, et c'est super ok de faire des choses qui marchent pas, mais en tout cas dans tous les cas, tout le code que je fais, moi c'est partagé sur des entrepôts de partage de code au nom de la bibliothèque. Et par ailleurs il y a aussi une volonté à un moment donné de partager les données, c'est-à-dire de dépasser un peu uniquement le code, mais de partager aussi les données. Ça veut dire que la bibliothèque est référente en sciences politiques, bien sûr, comme son nom l'indique, et du coup elle va chercher à référencer tous les laboratoires de recherche en sciences politiques en France et créer un petit annuaire en partageant les données qui soient interrogeables par des machines. Donc ça c'est aussi une évolution qui a eu lieu, qui a été provoquée au sein de la bibliothèque. D'accord, on va en parler tout à l'heure quand on parlera de ton activité actuelle, parce que c'est évidemment en lien. On va avancer parce que je vois que le temps file. Donc tu finis à Sciences Po en 2018 et tu vas intégrer une structure que je ne connaissais pas à l'époque, mais j'ai découvert quand je t'ai interviewé pour la première fois en 2019, c'est le Consortium international des journalistes d'investigation, donc un consortium qui s'est rendu célèbre pour avoir publié beaucoup d'enquêtes au long cours, donc qui réunit à la fois des journalistes, mais qui a aussi des informaticiens et des informaticiennes, notamment parce que vous développez un outil qui sera donc un outil en logiciel libre qui s'appelle DataShare. Alors question, à peu près la même question que tout à l'heure, comment tu te retrouves dans cette structure de journalisme pour développer un outil de partage d'informations pour les journalistes d'investigation? Donc c'est en 2018. Encore une fois, je vais réemployer cette expression, mais c'est un joyeux hasard parce que mes futurs collègues viennent présenter DataShare et l'ICIJ au sein du Media Lab quelques semaines avant. D'accord. Et mon voisin me file un coup de coude en me disant toi qu'on a marre de la bibliothèque. Ça se passe pas à la bibliothèque, donc ouais, pas bien. Mais... Parce que leur présentation se concluait genre d'ailleurs on va recruter, donc il me file un coup de coude et du coup je comprends le message et j'envoie ma candidature à l'ICIJ qui est reçu et je commence dans la foulée, quoi. D'accord. Alors même si je viens de présenter rapidement, est-ce que tu peux représenter un petit peu ce qu'est ce Consortium international des journalistes et qu'est-ce que toi tu vas y faire? Exactement, donc l'ICIJ en anglais, en français certains disent l'ICIJ, donc Consortium international de journalistes d'investigation. L'idée c'est de créer un réseau de journalistes, donc journalistes radio, journalistes TV, tout type de journalistes à travers tous les pays, pour que ensuite donc l'ICIJ qui est spécialiste des fuites de données massives, donc des leaks, ensuite puisse mobiliser son réseau pour chaque nouveau leak en disant on a un leak. Voilà les terras de données à disposition. Est-ce que vous êtes intéressé pour participer, vous l'Uruguay, vous je sais pas la Nouvelle-Zélande, etc. Et du coup, ce sont les journalistes du réseau qui se fadent à regarder les terras de données. D'où le développement de DataShare. L'idée, c'est donc un logiciel libre qui vise à parcourir, moissonner et indexer des milliers de documents. Donc il y a une problématique de volumétrie et une problématique de recherche, et l'idée c'est donc en gros après de faire un moteur de recherche basé sur tous ces types de documents, quel que soit leur type, quelle que soit leur taille, quel que soit leur nombre, avec des petites facettes un peu standards de quelles sont les personnes, donc avec la reconnaissance d'entité nommée, quelles sont la liste des personnes mentionnées dans ce leak, dans ce corpus de documents, quelles sont les dates reconnues, quelles sont les sommes, quels sont les lieux mentionnés, etc. Et donc bien sûr c'est développé pour des journalistes, mais si vous avez je sais pas, un disque dur qui traîne au fond de votre tiroir et que vous souhaitez le brancher sur DataShare, en théorie ça fonctionne également.
D'accord. Et alors, pour les gens, peut-être que je sais pas quelle est l'enquête la plus célèbre, mais c'est peut-être les Panama Papers. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Papers. Bon voilà, si vous vous souvenez, c'était il y a quelques années. Et donc je disais, je t'ai interviewé en 2019 parce qu'en 2019, donc DataShare reçoit le prix du meilleur projet logiciel libre remis au salon Paris Open Source Summit à Paris. Et donc je te fais une courte interview avec à l'époque Bruno Thomas, du consortium donc international des journalistes d'investigation. Donc chez DataShare, donc c'est un logiciel libre. Et il était libre dès le départ? Oui, c'était une volonté de. D'accord. On peut saluer Pierre Romera, le CTO. Ah oui, Pierre Romera, oui. Qui est un donc le directeur technique. Ouais. Pardon, directeur technique, qui est un fervent adepte du libre, et du coup, je pense que tout ce qui peut est libre à la CIG, quoi. Oui, c'est pas le seul logiciel qui est développé par le consortium. Non, c'est pas le seul logiciel, il y a d'autres logiciels, il y a le système de design, il y a les bases de données, même des leaks, tout ce qui peut être publié, il le publie dans les leaks aussi, dans les fuites de données aussi. D'accord. Et là encore, finalement, on retrouve ton intérêt qui lie logiciel et source de données. Oui, du coup, peut-être que mon arrivée... Parce que ça le renforce, peut-être. Oui, c'est ça, en fait, peut-être que mon arrivée sur le logiciel libre est assez tardif, disons que c'était pas quelque chose qui était inhérent en moi au début de l'informatique, mais c'est arrivé et je pense que ça va prendre l'ampleur au fur et à mesure de mes expériences professionnelles grâce aux rencontres, ouais. D'accord. Alors, ma question est classique, hein. C'est quelle rencontre va t'amener là où tu es aujourd'hui? Donc après le consortium de journalistes, là aujourd'hui c'est le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Quelle rencontre t'amène en 2021, c'est ça? Exactement. 2021, intégrer ce ministère de la recherche. À part l'intérêt des données et peut-être de travailler sur les logiciels libres. Ben oui, là encore c'est un joyeux hasard parce que disons. J'avais fait, je crois, 3 ans à la CIG ou quelque chose comme ça, 3 ou 4 ans. On avait terminé DataShare, on venait de franchir un gros gap. DataShare était fonctionnel et puis on s'intéressait maintenant à un autre projet. Et du coup, c'était peut-être le temps pour moi de voguer vers d'autres flots. Et c'est là où j'ai vu sur Feu Twitter un message de mon actuel chef, d'Emmanuel Weizenburger, qui parlait de recruter quelqu'un et encore une fois il y avait mon nom sur la fiche de poste, donc j'avais pas le choix que de candidater. Il y avait ton nom sur la fiche de poste? Peu de choses près, vraiment. D'accord, ok. C'est une métaphore, mais bon, il y avait vraiment toutes les compétences, dont celles que je venais de développer. D'ailleurs j'ai une question par rapport à ça, parce que on a fait plusieurs émissions sur le recrutement et notamment sur la façon dont les femmes et les hommes peuvent aborder différemment les profils, enfin les offres de poste, et notamment il y a des statistiques qui disent un homme va répondre à une offre de poste même s'il ne maîtrise que 50% des compétences, alors qu'une femme elle devra maîtriser 100%. Toi tu te positionnes par rapport à quoi? Pendant j'ai l'impression que les profils de poste correspondaient à 100%, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi, pas à 100%, mais peut-être à 80%, mais en fait c'était tellement évident parce que c'était à chaque fois les offres de poste. Arrivait un moment où moi j'aspirais à bouger. D'accord. Donc je pense que je voyais, et vraiment je pense que je maîtrisais au moins 90% des compétences mobilisées. Alors peut-être que j'ai eu beaucoup de chance. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'offres auxquelles je n'ai pas répondu parce que il me manquait 1 ou 2 compétences par-ci par-là. D'accord. Donc tu arrives au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'espace pour travailler sur la science ouverte. C'est bien ça? Ouais, je suis embauché pour ça, ouais. Alors, rapidement, c'est quoi la science ouverte pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, rapidement, ça va être difficile. Non, disons, un chercheur, on connaît tous des enseignants-chercheurs autour de nous ou pas? Bon, un chercheur, il est embauché par l'université, donc globalement sur vos impôts. Son but dans la vie, c'est d'écrire des papiers de recherche. C'est pas son but dans la vie, mais c'est ce qui fait qu'il va évoluer en tant que chercheur. Il écrit des papiers de recherche et après, pour pouvoir le soumettre à des revues scientifiques, il doit payer, et ensuite pour pouvoir lire ces mêmes revues scientifiques, il doit payer, et tout ça au profit de... c'est vraiment une opinion personnelle, pardon, mais tout ça au profit de revues, d'éditeurs privés qui se font de l'argent sur tout ça, donc globalement, si je raccourcis, sur vos impôts. Du racket, hein. Ouais, voilà. Bon, c'est vraiment une opinion personnelle, hein. C'est pas l'opinion du ministère. Non, bien sûr. Non, mais sûr. Je précise, oui, excuse-moi. Je précise que tu es invité à titre personnel, évidemment. Voilà. Et que le mot racket, c'est moi qui l'ai employé. Exactement. Donc, en réponse à ce mouvement-là, il y a un mouvement qui se crée, qui s'appelle la science ouverte, qui dit, nous, en tant que chercheurs, on a juste un PDF et puis on peut le poser sur notre site personnel et la science est disponible. Donc c'est un peu ça, c'est contourner les éditeurs privés, je pourrais dire.
Un résumé personnel. Alors, alors je renvoie évidemment pour en savoir plus à l'émission 130 sur la science ouverte. Je rappelle donc de Libre à vous sur causecommune.fm ou libreavou.org sur laquelle on a consacré une émission donc avec Alexandre Hoquet et Mélanie Clément-Fontaine. Donc, ce qui devrait pour nous être naturel, c'est-à-dire qu'une science accessible publique ne l'est pas par défaut, comme tu viens de l'expliquer, et la science ouverte vise à redonner cet accès, mais pas uniquement aux publications, mais également aux essais cliniques, aux données de la recherche et au logiciel. C'est-à-dire qu'il y a 4, si je dis pas de bêtises, il y a 4 aspects, publication, essais cliniques, les données de la recherche et puis les logiciels. Et donc toi, ton travail consiste en quoi en fait aujourd'hui ? Donc aujourd'hui je travaille sur ce qu'on appelle le baromètre de la science ouverte. Donc ça doit être baromètre de la science ouverte.esr.gouv.fr et on vise à mesurer la science ouverte, c'est-à-dire que avec mon collègue Éric Jean Girard, on regarde toutes les publications françaises. Donc voilà, on a défini ce que c'était au préalable et après on mesure si elle est ouverte ou pas et on doit donner un pourcentage de la science qui est ouverte. D'accord, donc vous partez de données donc qui sont publiques, donc des publications, etc., et vous essayez d'en tirer des chiffres, des stats sur les 4 piliers que j'ai évoqués, c'est ça ? Du coup, on a commencé par les publications, après on a fait les essais cliniques. C'est pas aussi linéaire pour chaque pilier, mais oui, c'est l'objectif en tout cas. Je dis pas qu'on l'a atteint. D'accord. Et l'idée, bien sûr, par contre, moi je suis payé par le ministère, c'est une des missions du ministère et c'est un chiffre qui, en théorie, va alimenter une politique publique au sein du ministère. Avec une stratégie volontaire d'augmenter la science ouverte, parce qu'aujourd'hui il y a une politique volontaire. Et il y a même je crois de mémoire, il y a des prix de la science ouverte annuels. Et oui, exactement. Tous les ans, il y a des prix de la science ouverte pour les jeux de données, pour les thèses, pour les logiciels. Donc il y a différents prix qui sont distribués. Et c'est une politique qui est portée par Marin Dacos au sein du ministère, qui est le coordinateur national, si je me trompe pas d'intitulé de poste. Et qui est depuis très longtemps sur ces sujets de sciences ouvertes. Oui, depuis toujours, j'allais dire. Mais voilà. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Donc je précise que donc les références sont sur le site de l'émission, donc vous retrouverez le lien évidemment vers le baromètre de la recherche et qui a publié récemment, je sais plus quand, le dernier billet, c'est le billet de février 2026 avec une petite note de synthèse en tout cas. Exactement, parce qu'on essaie de recalculer ces chiffres tous les ans pour qu'ils soient le plus à jour possible. Et je complète juste ma réponse en disant que nous, les données qu'on prend en entrée, c'est des données ouvertes. Tous les codes qui permettent de calculer, c'est des codes ouverts. Et les données en sortie sont aussi des données ouvertes. Et enfin, parce que ça me tenait à cœur, c'est aussi des chiffres et des graphiques. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de graphiques qu'on a voulu mettre à disposition des différentes unités qui n'ont pas toujours la force de travail et le pouvoir de RH, on va dire, du ministère. Exactement, les ressources humaines des ministères. Et du coup, pour chaque université, si elle est capable de nous fournir sa liste de publications en entrée, on recalcule tous les graphiques pour elle et après on fait en sorte que ce soit des petits iframes. Donc en gros, on met en place les outils pour faciliter une réappropriation au sein à l'échelle des universités, des labos de recherche, etc. D'accord, ok. Il nous reste une dizaine de minutes. On va aborder la partie quand même, le lien entre les activités sportives et le logiciel libre, parce que franchement, on sent bien qu'il y a le sport. Mais avant, j'avais quand même une question que je pose en général dans les parcours libristes où c'est une développeuse libriste qui est présente. C'est donc femme développeuse libriste, c'est un profil rare dans le milieu, quelques pourcents. Je renvoie aux travaux notamment d'Isabelle Collet. Donc, est-ce que tu as été confronté, et je reviens donc sur la chronique de Florence en début d'émission qui parlait du sexisme hostile, bienveillant, intériorisé, notamment, est-ce que tu as été confronté à des discriminations, des violences, soit dans le cadre des études, soit dans le cadre de ton métier, soit des activités bénévoles, je ne sais pas. Merci pour la question. Merci à Florence aussi pour l'ouverture de l'émission qui était très intéressante. J'ai pas l'impression d'avoir subi des violences directes ou des discriminations. C'est plutôt positif pour l'instant pour moi. J'ai l'impression que partout où je candidate, je suis reçue et le fait d'être une femme n'est probablement pas indifférent. Après, c'est pas forcément évident d'arriver dans un groupe de développeurs où c'est que des mecs et même si ils sont bien intentionnés et ils se pensent parfois déconstruits, c'est pas toujours le cas. Donc j'ai avec le temps, j'ai un peu appris à dire les choses.
D'accord. Bon, très bien. On va finir sur la dernière partie avant les questions finales, sur le sport. Alors ça sera peut-être un peu rapide, mais voilà, parce que on sent bien que tu as le sport en toi et que tu essayes d'intégrer de plus en plus le libre dans le sport, et notamment récemment, j'avais envie que tu nous parles un peu d'un projet, parce que récemment tu es intervenu donc dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'April. Le matin, on faisait des conférences éclairs, donc c'est des conférences courtes de 6 minutes pour présenter différents projets. Et toi, tu as présenté un projet qui s'appelle Open Hike Planner, marcher et rouler librement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet, d'où il vient et qu'est-ce que c'est que ce projet? Oui, alors à la base, disons, j'aime bien les randonnées longue distance, donc la dernière que j'ai faite c'était l'Exatrek, et puis il fallait payer l'application. Alors Exatrek, c'est du nord au sud de la France, c'est ça? Exactement. C'est combien de kilomètres? Strasbourg, je sais pas, 3000. D'accord. C'est 5 mois en général. Ok. 3000 en 5 mois, c'est ça? Ouais, d'accord. De Strasbourg à Hendaye. D'accord. Voilà. Et donc, il fallait acheter l'application. Je sais plus, c'était vraiment pas cher. Vraiment, je pinaille, mais je me suis dit, c'est dommage. C'est vraiment que des données libres, des données qui pourraient être prises dans du libre à côté. L'itinéraire existe. Et puis, si je rajoutais les points d'eau qui sont dans OpenStreetMap, le tour est joué. Après, hop, je divise pour savoir quelques jours, et puis pour savoir combien de temps je marche par jour, et puis et j'ai ma date d'arrivée. C'est un gros résumé, mais c'était un peu ça l'idée, de dire les données dont on a besoin pour faire de la randonnée longue distance, donc les points d'eau, les supermarchés, potentiellement les campings, et aussi bien sûr les cimetières, parce qu'il y a de l'eau dans les cimetières, mais tout ça on peut le collecter via OpenStreetMap. Il y a Overpass, donc un logiciel qui permet d'interroger via une API et de collecter ces points d'intérêt. Donc il y a voilà, d'un coup, du jour au lendemain, le libre, les données libres et le logiciel libre permettaient de se passer de cette application. Et donc tu as développé une application, mais qui concrètement te permet de faire quoi? Ouais, donc c'est un peu un travail en cours, donc c'est pas. Oui, la démarche est intéressante. Hein. Donc mon idée c'était de dire j'ai un itinéraire et je vais ajouter les points d'intérêt dessus en fonction de c'est pas exactement les mêmes points d'intérêt si je suis à pied ou si je suis en vélo, donc on pourrait adapter, mais c'est tous les points d'intérêt qui sont collectés depuis OpenStreetMap, donc les fontaines, les robinets, les cimetières, mais également les points d'intérêt pour se ravitailler, donc les différents supermarchés, supérettes ou même bars, et également les points d'hébergement, donc les campings, les refuges, les hôtels, les lieux de bivouac existants. Donc c'est l'idée de surcharger un tracé d'itinéraire existant avec tous les points d'intérêt grâce à OpenStreetMap. Voilà. Et après, la deuxième fonctionnalité, c'est aussi de dire moi en tant que personne, aujourd'hui je sais que je suis capable de parcourir 20 km par jour, et du coup de séquencer un itinéraire sur des distances de 20 km. Et si je me souviens bien, t'avais aussi envie que les personnes qui voudraient éventuellement t'accompagner sur quelques kilomètres puissent le faire, c'est ça, si je me souviens bien? Voilà, c'était exactement ça. L'idée, c'était donc si je suis capable de séquencer un itinéraire sur des distances de 20 km, ça me permet également, donc en écho, de faire de planifier un peu les jours de marche, et du coup de savoir à quelle date je serai à quel endroit, pour pouvoir donner des points de rendez-vous aux gens qui souhaitaient m'accompagner, en tout cas sur l'Exatrek, c'était l'idée, ouais. Alors, dans les pages de l'émission du jour, vous retrouverez le lien vers la vidéo, la transcription et le diaporama. Mais en tout cas, ça montre l'intérêt formidable finalement du logiciel libre et des données libres. Tu réutilises des données donc qui sont sur OpenStreetMap, qui ont été mises par des personnes, et tu en fais quelque part une extraction et une valorisation qui elle-même est en libre par rapport à ton propre besoin, et aussi par rapport à l'idée de faire collectif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent te rejoindre, ils pourront savoir que tu pourras passer par là à ce moment-là, et que ces personnes-là vont pas faire les 3000 km, vont juste faire 20 km. Exactement, et les données d'OpenStreetMap, c'est magique. Et en ce moment, les gens poussent pour essayer de renseigner les endroits climatisés, par exemple, aussi. D'accord, oui, ils s'adaptent en fait à la situation. Au vu de la canicule. Au vu de la canicule, d'accord. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu as publié aussi sur ton dépôt public, c'est ça? Oui, exactement. Je l'ai bougé sur Codeberg, mais oui. D'accord, ok. Et est-ce que tu as d'autres projets dans le même genre pour le moment, ou pas encore? Ah non, mon idée d'hier, c'était de mettre de mauvais esprit. Mon idée de mauvais esprit d'hier, c'était de mettre en exergue les absences de nos élus à leurs instances obligatoires en tant qu'élus, avec leur profil des réseaux sociaux, savoir qu'est-ce qu'ils sont partis faire plutôt que d'aller, je sais pas, au conseil municipal de Paris, par exemple. Et ça n'existe pas déjà, ça?
Aucune idée, j'ai pas cherché. D'accord, parce que je sais pas. Avant, il y avait comment ça s'appelle, nosdéputés.fr qui Bien existait sûr, ouais. et qui en tout cas référençait les contributions des parlementaires aux différents travaux, machin, etc. Mais je me dis qu'au niveau européen, il y a Transparency International peut-être qui ferait quelque chose comme ça, mais sans certitude. Non, mais du coup, c'était de prendre leurs absences et de mettre en parallèle qu'est-ce qui s'est passé sur leur fil Insta à ce moment-là. Ah, ok, d'accord, j'ai pas compris, excuse-moi. D'accord. Ouais, quand je parlais de mauvais esprit, c'était vraiment du mauvais esprit. Ah, mais j'adore ce mauvais esprit. En plus, à Radio Cause Commune, on adore le mauvais esprit. Alors, il nous reste quelques instants pour les dernières questions. Mais en fait, j'ai oublié de te poser la question, mais je vais quand même te la poser tout à l'heure parce que ça m'intéresse aussi, parce que t'as parlé de foot pendant tes études. Donc, t'es rentré dans une équipe de foot de l'UTC, c'est ça? Non, en fait, j'ai rejoint l'équipe de Compiègne, l'équipe de fédération, de la FFF, quoi. Ah, d'accord, carrément. Ah ouais. Ben oui. Il n'y avait pas à l'UTC de foot féminin. Ah non, je pensais que c'était... D'accord, ok. Et donc, t'as joué dans cette équipe pendant les 5 ans ou juste pendant 1 an Ouais, pendant les 4 ans. Après, comme j'étais à Paris, j'ai joué au PUC, au Paris Université Club. Après, comme je suis parti à Genève, j'ai joué au l'ETG, Evian-Thonon-Gaillard. Voilà, on trouve, quand on cherche, on trouve un peu des clubs de foot féminin. Tout à fait, ça existe. Pour les personnes qui habiteraient Saint-Denis, il y a un club de foot féminin à Saint-Denis, je le dis parce que ma fille y a joué il y a quelques temps, donc oui, on trouve. Mais c'est vrai que c'est malheureusement, j'en sais rien, mais en tout cas ça peut être très nécessaire en fait. C'est pas du tout la même ambiance. Voilà. Il nous reste quelques instants. Alors j'avoue, comme je fais la réalisation et l'animation aujourd'hui, je perdu un petit peu avec mes feuilles, mais je les retrouve. Donc sur les questions finales, déjà, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit avant les questions finales? Non, quand même. Merci Florence pour parler des mixités de genre, et après, je pense qu'il y a plein d'autres formes de mixité qui pourraient être mentionnées. Voilà. Oui, tout à fait. Florence aborde cette question-là, mais d'autres questions effectivement dans ces chroniques. Donc, on espère qu'elle reviendra, ou que si vous avez envie de faire une chronique d'ailleurs sur la mixité, n'hésitez pas à nous contacter. Nous recrutons pour les chroniques de l'année prochaine. La saison 10 commencera en septembre 2026. Vous envoyez un message soit sur la page de l'émission sur libreavoue.org, soit sur le site de causecommune.fm. Donc, les questions finales traditionnelles, en tout cas pour les parcours libristes. La première, est-ce que tu aurais envie de résumer en moins de 2 minutes les principaux messages que tu avais envie de faire passer? Oui, disons que par rapport à mon parcours personnel, c'est pas les logiciels libres et les données libres et tout l'univers du livre, c'est pas quelque chose qui est arrivé de facto avec l'informatique, mais c'était plutôt des rencontres qui m'ont fait découvrir ça au fur et à mesure du temps. Donc vraiment, c'est 2 choses un peu décorrélées pour moi. Voilà. Des rencontres, l'importance des rencontres. Ouais. Okay. Et la deuxième question, est-ce que tu aurais des conseils de lecture, de podcast ou autre qui soient en rapport avec toi, avec le livre ou avec toute autre chose, ou quelque chose qui t'a fait plaisir récemment, qui te peut faire du bien aux gens? Voilà, c'est l'occasion de partager des choses qui te font plaisir. Trop bien, tu m'as posé la question tout à l'heure, donc j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu, et du coup ça a plutôt rien à voir avec l'informatique. Parfait. C'est pas ma passion, mais vendredi je suis allé voir une très belle pièce de théâtre sur Gisèle Halimi au Splendide. Donc et c'est une pièce de théâtre qui préfigure aussi l'arrivée d'un film sur cette grande femme qui a milité pour condamner le viol et aussi le droit à l'avortement. Donc je recommande chaleureusement. Et elle s'appelle comment la pièce? Je sais plus, c'est Gisèle Halimi quelque chose. Et c'est au théâtre du Splendide. D'accord, ce que je te demande, parce que je me souviens plus du tête, mais on mettra le lien effectivement. Et autre chose? Et aussi, je suis en train de lire un bouquin qui fout un peu la rage, qui s'appelle Printemps silencieux, Silent Spring, de Rachel Carson. Donc oui, c'est une femme qui a écrit en 1962 et qui parle sur l'arrivée des pesticides et l'usage massif des pesticides et des conséquences que ça pourrait avoir. Spoiler alert, les cancers par exemple. Et donc par ces temps de canicule, c'est encore plus pénible à lire, mais c'est une lecture nécessaire. Et je rappelle, c'est 10 ans avant le rapport Meadows, quoi, le rapport qui dit que la finitude des éléments premiers sur Terre. Donc voilà, avec l'actualité des data centers, tout ça remet beaucoup de choses en question. Est-ce que je pose la question? Allez, en 1 minute, même pas. Est-ce que toi, ça te questionne par rapport justement à ton métier d'informaticienne?
Ouais, c'est horrible l'IA. Enfin, c'est horrible. Je sais pas. Aujourd'hui, on est obligé de consommer des tokens de l'IA pour garder notre poste. Je trouve que c'est un peu compliqué. Et c'est pas ce que j'attendais de l'informatique. Donc, j'ai l'impression que le virage actuel de l'informatique est très très délicat. Je pose la question parce que je vois passer des gens qui sont informaticiens ou informaticiens depuis longtemps et qui envisagent de quitter l'informatique pour ces raisons-là. C'est une vraie question, ouais. Ouais, ok. Eh bien écoute, franchement, j'étais ravi de te recevoir une nouvelle fois, Anne, pour cet entretien. Donc c'était avec Anne Laude, donc qui est développeuse au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous écouterons la chronique de Jean-Christophe Becquet sur Wiklou, le wiki francophone du vélo. En attendant, nous allons écouter Outrun par Lumpini. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voie des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Outrun par Lumpini, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, CC BY SA 3.0. Je vais préciser que Lumpini, on reste dans le sport, c'est une référence à un nom de stade de boxe thaï à Bangkok, et c'est aussi le nom d'un club de Saint-Denis de boxe thaï que je conseille. Ma plus jeune fille ayant fait quelques années en boxe thaï. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant.
Texte, images, vidéos ou bases de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites libres de Jean-Christophe Becquet. Le thème du jour, c'est Wiclou, le wiki francophone du vélo. Notre récente enquête, pour connaître l'auditorat de Libre à vous, positionnait Rayon Libre, l'émission consacrée au vélo, en tête des programmes de cause commune aussi écoutés par les auditeurs et auditrices de l'April. Du 1er au 31 mai 2023 se déroule Mai à vélo, une programmation qui rappelle Libre en fête, coordonnée chaque printemps par l'April, avec plusieurs centaines d'événements partout en France. Enfin, la semaine dernière se tenait au ministère de l'écologie le premier comité interministériel vélo et marche. Les investissements annoncés, 2 milliards d'euros budgétisés par l'État d'ici 2027, dépassent tout ce qui avait été dégagé jusqu'à présent, indique Olivier Razemont sur lemonde.fr. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de Wiclou, le wiki francophone du vélo. Initié en 2010 par l'association grenobloise Un petit vélo dans la tête, Wiclou est aujourd'hui animé par le recyclage, le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires. Il s'appuie sur le logiciel libre MediaWiki, le même qui fait fonctionner les différents projets de la constellation Wikimedia, l'encyclopédie Wikipédia, mais aussi la médiathèque Wikimedia Commons, la base de données Wikidata et bien d'autres moins connus. Le contenu du Wiclou est placé sous une double licence libre. Creative Commons by SA, attribution, partage dans les mêmes conditions, et GNU-FDL, Free Documentation License. Cette mention de licence est souvent difficile à trouver sur les sites web que je parcours. Ici, elle est mise en avant dès la page d'accueil. Et la motivation de ce choix me semble également intéressante à relever. Cela garantit son utilité et sa pérennité. Wiclou traite du vélo sous toutes ses formes. Vous y trouverez un annuaire des associations vélo en France, une documentation sur les différentes pièces, accessoires et outils, mais aussi une revue d'articles sur les liens entre pratique du vélo et santé, ou encore une sélection de contenus musicaux sur le thème du vélo pour les animations et les bonnes soirées vélorutionnaires. Wiclou héberge aussi Magique Cambouis, un fanzine qui ne se prend pas du tout au sérieux. Cette publication a pour but de promouvoir les petites trouvailles qui contribuent à ce que la vie dans les ateliers soit plus belle, plus drôle, plus pratique. Magique Cambouis contient des magiques fiches qui valent le détour. Des drôles, des belles, des indispensables, des totalement farfelus, des maladroites, des œuvres d'art, des schémas géniaux dessinés à l'arrache, comme on en fait parfois sur des bouts de nappe. Quelques exemples. Pour dormir plus et travailler moins, le hamac en chambre à air. Dans la catégorie utile pour la vie de tous les jours, la perche attrape tout. Et dans la catégorie convivialité, le décapsuleur en chaîne de vélo. Pour finir, j'aimerais annoncer un événement qui croise le monde du libre et celui du vélo. Le week-end prochain, dans le pays Gapençais. Nous organisons en effet une carte-partie autour de la Véloroute 862, la Durance à vélo. Pendant 2 jours, nous vous invitons à découvrir OpenStreetMap et à contribuer ensemble autour de cet itinéraire afin d'améliorer la description des services et points d'intérêt pour les cyclistes. Alors, si vous êtes du côté de Gap ou Briançon, vendredi 12 et samedi 13 mai 2023, rejoignez-nous. Vous trouverez le lien vers le programme détaillé sur la page consacrée à l'émission sur libreavou.org. Et en attendant, je reprends le nom du collectif associatif qui fait vivre Wiclou, le wiki francophone du vélo, pour vous souhaiter un heureux recyclage. Écoute, merci Jean-Christophe. Recyclage, c'est heureux cyclage en 2 mots. Absolument. Voilà. J'ai comme peut-être, alors j'aurais dû lire ta chronique, mais j'ai préféré avoir le plaisir de la découvrir en direct. Mais tu as dit au début d'émission que donc Rayon Libre était la deuxième, l'émission consacrée qui avait en tête des programmes de cause commune aussi écoutés par les auditeurs et auditrices de Libre à vous. En fait, c'est la deuxième, parce qu'en fait la première c'est Cyberculture, l'émission sur la technologie le samedi animée par William Agasvari. Donc, mais effectivement Rayon Libre c'est la deuxième, donc c'est Rayon Libre consacré au vélo qui est donc diffusé en fait
faite chaque lundi en direct de 14h à 14h30 et animée par Jérôme Sorel. Donc dans ce même questionnaire, donc qui est en ligne sur le site, dont l'analyse est en ligne sur le site libravou.org. Le premier département d'écoute des auditeurs et d'auditrices était Paris, sans grosse surprise. Mais le deuxième, si tu te souviens bien, c'était l'Isère, qui est un département que tu connais bien. Et à nouveau, j'ai pas fait exprès, mais le Wiklou est né à Grenoble avec l'association Un Petit Vélo dans la Tête, qui est un des premiers ateliers vélo. Aujourd'hui, on en trouve un petit peu partout en France, mais l'association grenobloise c'est figure de pionnière. Oui, il y a certaines personnes sur Mastodon, dont Fabien Cazenave, Nicolas Vivant, qui régulièrement disent Grenoble c'est classe. Je crois qu'il y a un gros repère de libristes dans cette région en tout cas. Donc vous êtes de retour en direct. Comme vous avez compris, c'était une rediffusion, et comme vous l'avez deviné, les rediffusions des deux chroniques, celles de Florence Chabanois et de Jean-Christophe Becquet, ont été choisies avec amour pour correspondre au sujet principal avec Anne-Laude qui est tout sourire. Nous allons terminer par quelques annonces. Je vous rappelle que les liens utiles concernant les annonces de fin et même toutes les références de l'émission sont sur la page consacrée à l'émission du jour, sur libravou.org/280, sur le site causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Jean-Christophe, dans la chronique d'avant, parlait du questionnaire de 2023, et nous refaisons un questionnaire. Donc prenez quelques minutes s'il vous plaît pour répondre à notre questionnaire, votre avis sur Libre à vous. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous, elles nous permettent d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux connaître l'auditorat. Et de votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Date limite pour répondre mercredi 8 juillet au soir, mais autant répondre le plus tôt possible. Vous retrouverez le lien donc sur le questionnaire sur le site libravou.org. On parlait de OpenStreetMap dans la chronique de Jean-Christophe. Il y a une rencontre de contributrices et de contributeurs d'OpenStreetMap Sud à Paris le jeudi 2 juillet à Montrouge. Du côté de Nantes, le samedi 4 juillet 2026, il y a une permanence, donc vous pouvez rencontrer les libristes nantais. À Paris, il y a le premier samedi du libre, le samedi 4 juillet de 14h à 18h au Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc venez aider ou vous faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android avec de nombreuses associations présentes. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux 22 rue Bernard Dimet. Le prochain, c'est le vendredi 3 juillet à partir de 19h30. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Florence Chabanois, Anne-Laude, Jean-Christophe Becquet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Sébastien Chopin, Élodie Daniel Girondon, Nicolas Graner, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grigaud, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent les podcasts complets en podcasts originaux, en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud et Théocrite, et Tunuit, bénévole à l'April. Merci également à Marie-Odile Morandi et le groupe Transcription qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 juin 2026 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la synergie entre Cenabumix, un groupe d'utilisatrices et d'utilisateurs de logiciels libres de la région d'Orléans, et les Restos du Cœur, l'association Les Restos du Cœur. C'est ma collègue Isabella Vanni qui animera l'émission. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 30 juin. Et d'ici là, portez-vous bien.